Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Dalvaris Ngoudjou, Jean-Claude Youth, Christian Massoma et Ilia Maker Zipan. Ilia Maker Zipan, cette sortie du Premier ministre, vous la comprenez par rapport au contexte? Non, je pense que on n'avait pas beaucoup de choix. Quand vous êtes au FMI, ça veut dire que c'est pratiquement les banquiers qui pilotent votre économie. Lorsque, pour faire le moindre emploi, on est obligé de passer par des quitus au niveau des banques centrales, ça veut dire qu'on n'a pratiquement plus d'économie. Je pense que tout ceci, l'urgence de la reconstruction se présentait. Et je pense que le Premier ministre est venu rassurer plus ou moins les investisseurs que les fonds qu'ils vont mettre dans la zone du Nord-Ouest seront bien gérés. Preuve s'il en était besoin que l'économie camerounaise est complètement à la traîne en ce qui concerne ces textes. Pour ce qui est de la régularité des dépenses publiques, je pense que là, il y a un problème. Et je pense qu'il faut ce débat-là, parce que je vous prends un cas très simple, pour que les téléspectateurs comprennent très bien. À plus de 5 millions, c'est la commission, c'est le ministère des marchés publics qui s'en occupe. Or, le but de la décentralisation, avec pour but de rapprocher naturellement les collectivités dans la dépense publique. D'où vient-il que le petit maire de Ngolomondouka puisse saisir la commission de passation des marchés, qui est un représentant depuis Yaoundé, qui valide plus ou moins son projet, qui adresse plus ou moins les sociétés à soumissionner, qui les sélectionne, qui les adresse. Bref, c'est la décentralisation dans la centralisation. C'est ça le problème, c'est ça la grosse difficulté. Donc, il faut, à mon sens, regarder de très près tout ce mécanisme de sélection des entreprises. Et le fonds Covid vient à juste titre démontrer ce que nous avons. Je vais vous prendre un cas très simple. Les textes qui encadrent les ordonnateurs du budget camerounais datent de 1974. Les ordonnateurs du budget. Fouillez, regardez tous les textes, datent de 1974. Donc, entre le temps mis pour le contrôle d'un ordonnateur et l'effectivité de la dépense, il y a un gap tant fou. En 1974, le budget du Cameroun, je ne suis pas convaincu, je ne sais pas les chiffres exacts, mais dépassait pas 150 milliards. Parce qu'en 1982, nous étions à 260 milliards. Si on fait la proportion inverse, on n'était pas plus de 150 milliards. Comment vous pouvez prendre les textes qui permettaient de gérer centaines de milliards pour gérer aujourd'hui 4 000 milliards ou 5 000 milliards? Elles sont plus en adéquation. Et je pense que il faut le dire, le Premier ministre n'avait pas beaucoup de choix. La seule façon pour lui de faire repartir cette zone-là dans la rapidité, faute de pouvoir contourner l'adaptabilité des textes, c'était de, bien entendu, d'aller tomber dans la gueule de loup. On a fui la pluie pour tomber dans le ruisseau. Parce que les organismes internationaux font de la marge sur nous. Une autre révélation dans laquelle les gens vont être tout à fait surpris. Les organismes internationaux empruntent le moins en Afrique, mais font le plus de marge bénéficiaire en Afrique. C'est-à-dire que pendant que l'Afrique emprunte moins de 2% de tout l'endettement mondial, ce moins de 2% donne plus de bénéfices à ces organismes. Donc, par conséquent, nous sommes dans un système où, naturellement, le banquier trouve toute sa place. Et si vous ne faites pas un effort au regard du contexte international pour vous sortir de cette trappe-là, on ne fait rien. On a donc à la coupe d'un corps qu'on appelle les fonctionnaires, qui sont tous habituellement les militants d'un parti dont je n'aimerais pas citer ici. Voilà, justement, un militant de ce parti qui est sur ce plateau, Jean-Claude Youth. Des reproches, toujours des reproches. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le contexte Covid n'a peut-être pas poussé le Premier ministre à faire cette sortie? Il y a une crise de confiance? Non, il n'y a pas une crise de confiance. Mais il a voulu rassurer les investisseurs. Les patrons. Oui, il a voulu. On dit que quelque part, les patrons n'ont pas confiance. Si jamais, c'est-à-dire surtout ceux qui vont gérer cet argent-là, qui vont injecter. Non, sur le plan économique, comme ce n'est pas du social dans le cadre de la non-recherche du lucre, mais ici, on encourage la recherche du lucre. Donc, lorsque l'investisseur, agent
économique décide donc d'investir, il lui faut un retour sur investissement. Et pour pouvoir donc investir, il a donc besoin d'un certain nombre d'éléments de garantie en termes de sécurisation de son investissement. Et c'est cette transparence-là que le Premier ministre est donc venu démontrer aujourd'hui. Ce n'est pas un cas qui est typique uniquement au Cameroun où lorsque dans la plupart des pays qui ont connu des conflits, il y a eu par exemple le plan Marshall en Europe. Mais cela ne voulait pas dire que ce n'était pas des grandes démocraties ou bien des grands pays. Mais de ce plan Marshall qui a été déroulé, ça a créé une certaine orientation d'une reconstruction de cette zone. Le plan Marshall, c'était après la guerre. Ok. Ici, la reconstruction. Oui, ici nous avons le plan présidentiel de la reconstruction du développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pourquoi on pouvait très bien le dénommer plan Marshall du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Non, plan Paul Biya. Le plan Marshall, Marshall, c'est... Oui, en fait, c'est-à-dire pour faire le lien, pour que vous compreniez d'où ça vient ce type-là. Donc, dites que vous auriez aimé qu'on dise le plan Paul Biya de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais ici, nous disons tout simplement que volonté du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, a ramené à la normale... On appelle ça plan présidentiel. Le plan présidentiel de reconstruction et du développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a de quoi véritablement se féliciter de cette initiative du président de la République. Pour certains qui veulent nous dire qu'il faut d'abord créer de nouveau un dialogue qu'ils appellent inclusif, pourtant on a connu des assises du grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre, et qui ont abouti à des recommandations dont nous voyons aujourd'hui la mise en œuvre volonté du président de la République. C'est pas parce que le MRC, qui est out sur l'essentiel de la politique nationale aujourd'hui et qui s'est mis hors jeu personnellement, voudrait dire que s'ils ne sont pas quelque part là où c'est en train de se dire, et surtout que ce n'est pas nous qui les avons exclus de cet environnement-là, ils se sont auto-exclus de par leur boycott. Alors, qu'ils ne reviennent pas ici nous ramener la même rengaine qui voudrait tout simplement dire qu'il faut qu'on vive dans le passé. Ils sont des passéistes tout simplement. Il y a une situation de regain de confiance qui est en train de revenir. Le gouvernement est en train de vouloir accompagner ce processus. Les partenaires étrangers et nationaux sont à pied d'œuvre aujourd'hui. Le GICAM s'est engagé à accompagner le gouvernement dans cette reconstruction-là. Vous avez vu, c'est des opportunités à saisir. Et je voudrais tout simplement rappeler ici à M. Hilaire Zipan que nous, depuis 2013, le gouvernement a opté pour des budgets programmes. Donc, ce qui voudrait dire que dans le cadre des budgets programmes qui sont différents des budgets de moyens, où les dépenses étaient faites sur la base des moyens, maintenant, aujourd'hui, c'est sur la base des programmes, des projets. Et dans l'élaboration des budgets programmes, il y a ce qu'on appelle le plan de performance annuel, qui est une évaluation de l'ordonnateur des dépenses, qui permet à ce qu'on puisse savoir comment ont été gérés et orientés les fonds. Et est-ce que ces objectifs ont été atteints? Alors, le mécanisme de passation de marché, où vous êtes en train de vouloir dire qu'à plus de 5 millions, ça voudrait dire non. C'est-à-dire, est-ce que les éléments sur le plan de la loi sont-ils fiables pour pouvoir garantir une passation saine, équilibrée et transparente pour l'ensemble des acteurs soumissionnaires? C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Moi, je pense que le gouvernement... Vous remettez en cause les 5 millions de plafond ou vous remettez en cause la procédure? Parce que je ne comprends pas trop bien votre critique. Non. C'est-à-dire, je suis en train de vouloir vous dire que le problème n'est pas la structure qui est en train de passer le marché, ou bien comment on est en train de passer le marché. Le problème est ici que est-ce que le projet est fiable? Est-ce que le projet est mesurable? Est-ce que le projet est réalisé? Et quelle est la performance, quel est l'impact sur le plan de la société et par rapport aux objectifs de la structure et de l'ordonnateur de la dépense? C'est de ça dont nous voulons nous parler. Encore là un autre pan de problème. Et comment vous allez expliquer qu'en fin d'année, on est excédent budgétaire? Laissez ça. Comment vous expliquez ça? Laissez ça. Il est bon. Permettez aux autres de réagir. D'abord, Christian Massoma, je reviens toujours à ce qui se passe autour de la gestion des fonds Covid. C'est un rapport avec la sortie, cette déclaration forte du Premier ministre ce soir, ce matin à Douala. Mais c'est une évidence. Le Premier ministre fait un constat clair et net. Il sait très bien que si on confiait la gestion de ce fonds
aux mêmes gestionnaires qui viennent de nous détourner plus de 200 milliards, nous n'allions avoir aucune efficacité sur le terrain, sur la gestion de ce fameux fonds qui est projeté et qui ne comporte... Si ces gens ont pu, avec la gloutonnerie qui les caractérise, distraire ou dilapider plus de 200 milliards en très peu de temps sans que nous ne voyions des effets clairs et réalistes sur la stratégie de riposte vis-à-vis de cette pandémie, je ne pense pas que c'est les 100 milliards-là qu'ils auraient épargnés. Donc, tout ce bavardage du représentant du RDPC, en fait, ne nous avance en rien. Nous ne sommes pas ici pour lire une litanie. Nous sommes là pour faire un constat clair. On a donné la gestion de ce fonds à un organisme international, en lieu et place des gestionnaires camerounais qui doivent normalement piloter les programmes de reconstruction. Et s'ils ne veulent pas le comprendre et qu'ils pensent que à travers la sémantique ou alors les entourloupes de langage, il va pouvoir convaincre qui que ce soit, je pense qu'il devrait revoir ses cours. Et je ne sais pas pourquoi, dans un débat où nous essayons d'évoquer de manière claire et nette les projections par rapport à la reconstruction au nord-ouest au sud-ouest, il revient sur le MS qui se serait disqualifié du jeu politique. Mais pourquoi vous, qui considérez qu'un parti qui ne représente rien, qui s'est disqualifié, mais à longueur de journée, vous ne parlez que du MRC, vous n'existez que grâce au MRC. Mais enlevez donc, pour un parti qui n'a pas de lutte, qui n'a pas de vie institutionnelle, vous êtes focalisé 24 heures sur 24 à parler du MRC. Ça prouve quand même que ce rien a quand même une valeur qui est très importante à vos yeux, aux yeux de vos camarades du MRC. Le jeu démocratique veut qu'il y ait une contradiction. Et quand si vous le comprenez, vous comprendrez que notre parti incarne la contradiction à ce régime, incarne l'alternance à ce régime, et que nous continuerons à nous battre pour que vous ne puissiez pas indéterminément plonger le peuple camerounais dans le chaos. Donc, pour revenir à la sortie du Premier ministre aujourd'hui, je pense que c'est un constat qui est froid, qui est amer. C'est dommage que, comme je l'ai dit plus tôt, qu'on n'ait pas d'abord envisagé la solution politique. Parce que je dis que quel que soit ces propositions, quelle que soit la bonne volonté du secteur privé et des chefs d'entreprise à vouloir investir de l'argent dans ce fonds de reconstruction, il se posera toujours un problème de la sécurisation ou alors de l'effectivité des réalisations sur le terrain pour essayer de reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Mais maintenant, le RDPC a la manie de mettre la charrue avant les bœufs, et comme il n'y a aucune sincérité politique qui est adossée derrière toutes ces histoires, on cite que c'est juste le plan présidentiel de reconstruction et de développement, sans qu'il n'y ait la volonté politique qui devrait accompagner un tel plan et qui devrait permettre aux populations d'être un peu plus rassérénées et de retrouver un peu de confiance. Parce que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que dans le nord-ouest et le sud-ouest, les populations vivent en paix et ont confiance aux initiatives du président de la République ou du gouvernement de la République. Donc essayez de revoir votre copie, essayez de regarder la situation réelle en face et de comprendre que ce n'est pas de cette manière que nous allons sortir de l'ornière. Ok, Dr Dalvarez Ngoutou, le Premier ministre a donné assez de garanties au secteur privé, à votre avis? Le Premier ministre... Ça a commencé, la cagnotte a commencé là. Je rappelle que les meuniers du Cameroun ont 200 millions déjà pour la reconstruction. Dinozo, oui. Je dis c'est une bonne chose, que ce soit la SABC, que ce soit les meuniers, c'est une très bonne chose. Le Premier ministre fait ce qu'il peut à son niveau. Mais quand on regarde un journal télévisé, comme pour notre ami s'est dit tout à l'heure, on se pose des questions. Nous avons vu tout à l'heure dans un élément, les employés du laboratoire national du contrôle des médicaments, qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. Ils se plaignent d'arriérés de salaire. 3 mois. Ils parlent 4 mois. Merci, 4 mois. 4 mois d'arriérés de salaire. Rien qu'au niveau du Covid, ça fait combien de temps déjà que le Covid est là? Ça fait plus d'1 an. 1 an. Notons que 1 an, 2 mois. Dans les prérogatives de ce laboratoire, ce sont eux, sur le plan national, qui devraient contrôler l'ensemble des médicaments qui rentrent sur le territoire camerounais. Je me demande, mais, premièrement, comment ils font pour ne pas avoir de salaire? Nous sommes en train de parler d'une enveloppe de 214 milliards pour le Covid. 98%, pour ne pas dire presque 100%, des médicaments et consommables utilisés au niveau du Covid viennent de l'extérieur. Mais qui les contrôle? Qui les contrôle? Puisqu'on parle de 4 mois d'arrêt de salaire, alors qu'il y a des soupçons de détournement de dizaines de milliards. Vous pensez que même quand vous êtes donateur, que ce soit une entreprise, que ce soit un organisme international, et que vous voyez ce type d'éléments à la télé,
Vous pensez que cela vous rassure? Malgré les assurances du Premier ministre, ça n'est pas rassurant. Que dit le ministre de la Santé? Qu'un organisme qui est étatique et qui est censé contrôler l'ensemble des médicaments qui rentrent sur le territoire national, que les employés disent que ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas de salaire. Nous sommes en train de débattre des milliards et des milliards. Je suis convaincu que le salaire pour eux tous, ça n'atteint pas les milliards. Attendez, docteur Goudjou, Sinopharm est arrivé un dimanche, Ouais. à 20h en Simalène, à midi, le ministre de la Santé se faisait déjà vacciner. Très bien. Les médicaments ont été contrôlés quand? Non. C'était C'est un autre parenthèse, débat. Mais maintenant, je continue, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini. Je disais ceci. Je suis très surpris, très sincèrement, que notre ami Jean-Claude fasse une certaine comparaison entre les dépenses pour reconstruire le NOZO et le plan Marshall. Bien sûr. Je dis le fait, c'est une insulte à l'intelligence de l'État camerounais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Premièrement, pour ceux qui le savent, même là-bas de côté, les Américains le savent, les Américains l'ont su plus tard. Les Européens l'ont su plus tard. Les Américains ont utilisé le plan Marshall pour mettre l'Europe sous sa tutelle. Oui. Parce qu'en réalité, l'Europe était pratiquement totalement détruite parce que dans une stratégie de guerre de Sun Tzu, c'est de s'efforcer de faire la guerre chez l'ennemi. C'est-à-dire c'est chez l'ennemi qu'on détruit. Qu'on détruit. Et quand on détruit là-bas, il faut participer à construire. Et maintenant, les Américains viennent prêter de l'argent. Pourquoi? Avec une conditionnalité que vous devez importer tout ce que vous avez besoin chez eux. En d'autres termes, les Américains n'étaient pas sincères. Et avec cela, ils ont créé tout ce que nous connaissons, la Banque mondiale, le FMI et tout le reste. En réalité, avec tout cela, aujourd'hui, contrôle le monde. Je veux dire, donc fait la comparaison entre ce que l'État aujourd'hui s'est prêté, les mauvaises intentions à l'État du Cameroun. Je suis convaincu que ce n'est pas ce que l'État veut. Même s'il y a des hommes imparfaits qui commettent une tonne d'erreurs, les fautes de gestion, etc., la malgouvernance, je ne pense pas qu'au fond, ils sont très fiers. Car nous sommes tous victimes du système. Que ce soit au plan des infrastructures routières, sanitaires, éducationnelles, etc., etc. En fin de compte, même quand les gens détournent pour leur poche seule, nous sommes tous victimes du système. Voilà, on va sortir rapidement un dernier tour. 30 secondes chacun. Hein. On sort de l'émission. D'abord, Hilaire Dipan. Oui. Cette présence du Premier ministre au JICAM, perspective, c'est quoi pour vous? Notez deux choses. D'abord, le Premier ministre était accompagné que de Paul Tasson. Oui. Et naturellement, le John Evariste, je pense, qui s'occupe de la partie nord-ouest, sud-ouest, Paul Tasson pour le sud-ouest. Deuxième élément, il n'y avait pas la flopée habituelle des membres du gouvernement qui accompagnent naturellement le Premier ministre. Cela atteste de ce que, cette fois-ci, si l'initiative du Premier ministre est bien prise, et si nous pensons qu'au moins c'est un début de réflexion, parce que nous sommes encore dans la réflexion, il n'y a pas encore l'argent, je voulais donc te rassurer, il n'y a pas encore l'argent. Il y a quelques petites sommes qui rentrent, mais ce n'est pas de nature à faire partie. Et le peu de fonds qui arrivent, c'est pour faire le social. Et donc, le grand plan de la relance, en ce qui va relancer complètement l'emploi, reste dans le secteur productif. Et là, je rejoins complètement Docteur Goudjou. Docteur. Pour dire que, à mon ami du RDPC, que lorsque la zone anglophone a perdu les emplois, les fonctionnaires affectés là-bas sont rentrés au niveau de leur ministère d'origine. Ils continuent à avoir les salaires, nourrissent leur famille. Ceux qui sont éplorés et qui ont perdu, c'est ceux qui sont dans le secteur privé. Et lorsqu'on vient voir le secteur privé, on a compris que c'est là qu'il faut partir. Et nous complétons la réflexion du Premier ministre en disant, au-delà de cette démarche économique, et comme le souhaite M. Tawamba, il faut accompagner d'une solution politique. Et ce n'est pas du ressort de M. Tawamba. Donc nous voulons que les deux soient liés. Et de grâce, que les initiatives prises par le Premier ministre John Kouté, qu'on laisse au moins avancer. Cette fois-ci, au RDPC, laissez-le avancer. Parce qu'au moins, il a une attitude de vouloir faire bouger les lignes. Quand bien même, parfois c'est contre son détriment. Et c'est ça qu'il faut lire dans son attitude. Ce n'est pas tant qu'il faut ici faire une florade de... Vous voyez qu'en tant que Premier ministre, et le patron des marchés publics, par décret si vous connaissez, c'est lui qui peut passer le marché de gré à gré. Il a préféré mettre complètement de côté toute cette gabegie, ce monde pieux, fait des gens qui ne pensent qu'à eux. Ces délinquants en col blanc, dont Dixie Paul Bia. Okay. Ils doivent rendre compte. Ok. Jean-Claude?
Le plan présidentiel de la reconstruction du développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest est bel et bien lancé. Le Premier ministre TIF, Dr John Gouté, l'a démontré aujourd'hui. Le ministre Paul Tasson, qui est en charge donc de ce comité, a démontré également les différentes opportunités que les membres du JICAM, dont le patronat, peuvent saisir dans le cadre donc de la relance économique, et qui va s'articuler sur 3 axes majeurs. Donc, c'est-à-dire le relèvement, la réhabilitation et ensuite maintenant le développement. Et un constat a été fait. Les jeunes qui ont été facilement enrôlés et distraits à travers des actes de terrorisme et tout, c'était de par le fait qu'il y avait un chômage endémique des jeunes dans cette région. Les entreprises membres du JICAM, adhérents du JICAM, se sont engagés à pouvoir œuvrer dans le cadre non seulement de la création des emplois, mais d'intégration de l'ensemble des jeunes, mais en apportant une spécificité pour cette région-là. Et nous saluons l'initiative politique, parce que pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'initiative politique, il y a une initiative politique parce que cette initiative politique du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une volonté politique du président de la République. C'est une volonté politique. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, est arrivé à Douala aujourd'hui sur haute instruction du président de la République. C'est une volonté politique. Donc je peux rassurer M. Hilaire Zipan que c'est le président de la République qui a instruit le Premier ministre à pouvoir donc conduire donc cette démarche et ces assises-là. Et ce qui voudrait dire qu'il est important que les uns et les autres puissent s'impliquer tant sur le plan social ou bien sur le plan des investissements afin que cette région-là puisse retrouver la paix et la sérénité. Voilà, rapidement, Christian, 30 secondes. Monsieur Otto, véritablement, je pense qu'il faut faire le distinguo entre les déclarations d'intention qui, pour moi, au-delà de toute la volonté affichée par le Premier ministre, chef de gouvernement, resteront une vue de l'esprit tant que on ne va pas, contrairement à ce qu'il est en train de dire, adosser une solution véritablement politique. C'est-à-dire, je vais rester sur ce principe que la solution de reconstruction ne pourra passer que par la solution politique. Et que la solution politique est elle-même un facteur d'intégration des forces en présence dans le cadre d'une négociation inclusive visant à ramener la paix et la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les plans de reconstruction viennent après les guerres. Ils viennent quand la paix est revenue. Voilà, donc oui, rapidement. Oui, rapidement, Serge Anon, je veux dire, c'est très important de laisser le chef de gouvernement travailler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'élément fondamental pour lequel nous estimons, beaucoup de personnes estiment qu'il ne peut pas avoir reconstruction, c'est la question de la sécurité. Et rappelons-nous bien, dans les mois passés, dans les années passées, le Premier ministre avait été mandaté par le chef de l'État de trouver une solution sécuritaire. Il y avait même déjà une négociation avec des éléments, avec les responsables, avec tous qui sont à la prison principale. Et c'est toujours quelques leaders, membres du gouvernement, qui ont participé à torpiller cela. Ils ne voulaient pas que ce soit le Premier ministre qui remporte le succès. Premièrement, dans la région du Nord et du Sud-Ouest, c'est une personne qui est très appréciée, très aimée. Il y a eu des rencontres en volier avec des leaders sécessionnistes. Il y avait une possibilité de trouver une solution, mais les membres même là autour de lui qui ne veulent pas le voir avancer ont torpillé. Je disais, moi je pense qu'il faut le laisser travailler et ce serait bien pour l'ensemble des Camerounais et pour nous-mêmes, mais surtout au-delà même, comme on le dit, c'est une personne qui est respectée et avec le travail qu'il était en train de faire en parallèle, en dehors du travail de la diplomatie, les gars qui sont en prison étaient en train d'accepter qu'il puisse avoir une négociation et que le Cameroun puisse retrouver sa sérénité. Les amis de M. Yout qui ont torpillé le processus. Merci à vous. Merci Christian. Merci Jean-Claude Yout. Merci Hilaire Zipan. Merci à vous, docteur Oudou. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'édition Equinox Soir. On se retrouve demain pour une autre édition, bien évidemment. Bonsoir, Bangwa.